Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour cette nouvelle émission. Merci à ceux qui nous rejoignent pour les ondes courtes. Vous suivez tout de suite le courrier des auditeurs. ，Bonjour à tous, c'est Meguang. Et Valentin Floquet. Pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors, tout d'abord, avant de répondre à vos questions, nous aimerions préciser que vous savez tous que RTI lance en ce moment une activité Dear RTI qui consiste à collecter les cartes postales de tous les recoins du monde avec des messages de votre part concernant le sujet de la paix. Alors la paix, c'est pour faire écho au thème de la journée mondiale de la radio de cette année qui est Radio et la paix, et du coup nous vous invitons à nous adresser une carte postale qui représente peut-être le lieu le plus caractéristique de votre coin et avec votre message. Alors, le message que nous souhaitons passer, c'est bien sûr que cette activité est toujours en cours et surtout, nous avons reçu dans notre boîte de courriel en fait du service français ou alors d'autres services, votre participation. Alors, tout cela ne peut pas être compté parce qu'il faut vraiment suivre la procédure de participation. Ce qu'il nous faut, c'est pas une carte numérique, mais plus une carte écrite, manuelle, et à envoyer par la poste. Donc, à chaque fois, nous essayons de vous répondre à un mail type pour dire qu'il faut vraiment se référer à la page spécialement conçue pour suivre la procédure de participation. Alors donc, n'hésitez pas à aller consulter cette page et suivre la procédure de participation, sinon votre participation ne peut pas être comptée malheureusement. Oui, donc bien suivre les différentes étapes et cela vous permettra donc d'envoyer votre carte ici en physique à travers la poste. Rappelons que certains pays n'ont pas encore la possibilité d'échanger de manière épistolaire avec Taïwan. Nous vous mettrons le lien vers la poste pour rappeler exactement tous les pays qui sont encore concernés, même si la liste réduit de jour en jour récemment. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à cette activité. Il y a une carte spéciale qui est éditée de la part de RTI que personne n'a vue encore. C'est un secret qui vous sera envoyé pour confirmer votre participation. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ce concours pour cette carte mystère. Mystère. Alors, maintenant, nous allons rappeler les concours du mois de mai, aussi trimestriels pour le mois de mai. Il ne reste que quelques jours pour la participation. N'oubliez pas que le cachet fait foi si vous envoyez par courrier, et même par courriel, c'est la date d'envoi du courriel qui fait foi aussi exactement pour envoyer vos réponses. Oui, alors, comme question ? Oui, en ce qui concerne donc les questions, c'est plus une demande en fait pour le concours mensuel du mois de mai qui appelle les auditeurs à nommer 3 sociétés américaines de la grande délégation de 25 entreprises d'armement annoncées à Taïwan au début du mois de mai. Oui, il y avait une très grande délégation, je crois que la taille, c'est historique même, constituée de représentants de 25 entreprises d'armement américaines à Taïwan. À l'époque, cette nouvelle avait fait beaucoup de discussions pour savoir s'il s'agissait de transformer Taïwan en une sorte d'arsenal pour les États-Unis, pour entreposer les armes américaines, ou alors s'il s'agissait de vendre encore plus d'armement à Taïwan. En fait, non, c'était une sorte de coopération plus technique, en fait. Voilà, je pense que ces sociétés d'armement ont autant besoin des semi-conducteurs taïwanais que les autres entreprises technologiques. C'était commercial, on pourrait dire. Voilà. Donc, comme cadeau.
Et donc, les cadeaux pour ce concours sont 3 porte-clés en cuir au motif avec des motifs signifiant des vœux de bonheur. Oui, c'est les porte-clés que Valentin avait ramenés au moment du Nouvel An depuis Fo-Guangshan, en oui. fait. Donc, c'est quelque chose qui est relatif au bouddhisme, on pourrait Voilà. dire. Et ils sont normalement baptisés. Porte-bonheur. Ces porte-bonheur, je peux préciser Oui. d'ailleurs pour cela, ce sont des dons donnés par les grands maîtres de bouddhisme du temple de Fo-Guangshan. Ce ne sont pas des petits, des petits achats, entre guillemets, achetés à la boutique souvenir. C'est vraiment des choses particulières Qui sont bénies. qui sont données et bénies dans Voilà. l'encens, etc., avant d'être données lors de ce genre d'événement qui est le Nouvel An lunaire. Alors, béni dans l'encens, c'est parce que c'est une pratique taïwanaise, en fait. Les croyants ont l'habitude, lorsqu'ils vont dans les temples, lorsqu'ils souhaitent que quelque chose soit béni ou protégé par les divinités, de faire tourner l'objet au-dessus de l'encensoir pour que l'objet prenne la fumée, en fait, de l'encens. Et c'est une sorte symbolique, c'est un geste symbolique, on pourrait dire. Donc récemment, on sait que, ou alors jusqu'au mois de juillet aussi, c'est des grandes saisons d'examen en ce moment, que ce soit pour le lycée ou pour adhérer à l'université. Alors, donc, les élèves, tout comme leurs parents, peuvent aller dans les temples, faire la prière, et normalement, ils vont faire leur passe dans les salles d'examen, au-dessus de l'encensoir aussi, pour avoir la bénédiction. Donc ça peut marcher pour tout, en fait. Donc là, ici, c'est les porte-clés Nouvel An. Ça peut passer pour les passes d'examen. Pour ça, j'ai déjà fait pour mon porte-monnaie. Devant un dieu de la fortune. En souhaitant avoir que le porte-monnaie soit de plus en plus rempli, en Exactement, fait, c'est ça. c'est ça. Ça peut bien marcher. Ou alors, ça peut être des vêtements des fois, qu'on doit participer à une activité et si on estime que, si on souhaite avoir un peu plus de protection, en fait, je pense que c'est quelque chose de plus psychologique qu'autre chose, en fait. Et du coup, c'est comme ça, on dit que c'est béni par la divinité. Et oui, personnellement, la première fois que je suis venu à Taïwan, la première année, ça remonte un petit peu maintenant, j'avais pris comment ça s'appelle, les bracelets à chapelet là, oui, avec les petits ronds, et je l'avais passé dans l'encens, etc. Oui. C'était un très bon souvenir de Taïwan, comme première expérience, un peu déroutante. Et on pourrait dire aussi par rapport à l'encens, en fait. C'est une pratique qui se fait de moins en moins, mais j'ai l'impression que ça se fait encore dans certaines familles. Pour moi, j'ai refusé de le faire. Ah, il n'y a rien à faire. En fait, c'est lorsqu'un bébé, peu après la naissance, et si le bébé pleure tout le temps, et s'il dort mal, on estime qu'il a besoin d'avoir un esprit qui soit protégé. Et dans ce cas-là, des parents peuvent aller dans les temples et faire la prière et récupérer un peu de poudre d'encens de l'encensoir et de mélanger avec de l'eau, en fait. D'accord. Pour que le faire boire. avant c'était ça, mais il y en a qui met aussi dans la salle dans la baignoire. D'accord. Lorsque l'enfant se lave. Pour moi, ça j'avais du mal à mettre les cendres d'encens, c'est un peu bizarre. Mais bon, oui. Dans le bain encore, ça peut le faire. Dans le sachant que les cendres, ça a été vu. Il y a certains savants maintenant qui utilisent des cendres, des choses comme ça. C'est un très bon exfoliant. D'accord. Ça a vraiment des propriétés exfoliantes, mais bon, ça reste toujours étrange. Mais voilà, il y a des gens qui utilisent les cendres pour se baigner. Et d'ailleurs, je me souviens, là c'était dans un truc de survie, pour se laver les dents quand on n'a pas de dentifrice, les cendres c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ok. Voilà. Bon, de l'eau, ça m'ira en fait. Bon, on va peut-être aussi maintenant passer un petit peu au concours trimestriel, qui est avril, mai, juin, donc il y a encore un peu de temps pour pouvoir y participer. Et la question, là, il y avait une question, quelle est la prochaine ville en Europe qui sera desservie par une liaison aérienne commerciale directe ? Alors, la prochaine ville où quelle est durant, en tout cas avril, mai, juin, quelles sont les lignes qui se sont ouvertes, parce qu'il peut y en avoir. Non, surtout en juillet, je crois. C'est la dernière annoncée. Une liaison directe entre Taipei et une ville européenne. Oui. Enfin, je voulais dire. Je sais pas encore, peut-être qu'en juin il y aura peut-être d'autres annonces, c'est ça que je veux dire. Donc prochainement, tant que c'est pas arrivé, mais à mon avis ça va pas arriver tout de suite. Voilà. C'est China Airlines, on pourrait dire.
Voilà, Mm. c'est une grosse annonce déjà. Oui. Et donc, il y a 3 kayaks alpins naturels décorés de lieux ou d'animaux de Taïwan. Ouais, c'est des c'est des sites touristiques Oui, très fréquentés ou des animaux représentatifs de Taïwan. voilà. Donc, on peut parler de l'ours noir formosan, bien sûr, ou de Oui. Shufun ou Tsufen au niveau des endroits. Oui, voilà, c'est donc par rapport à nos concours. Et Oui. maintenant, nous pouvons saluer quelques auditeurs pour leur rapport d'écoute. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on a un auditeur catalan Oui. cette semaine à remercier, qui s'appelle Juan Franco Crespo et Merci. qui nous envoie un... Justement, l'activité carte postale. Voilà, justement par email, Mm. qui nous envoyait quand même une belle photo de Tarragona. Mm. Voilà. Alors, il s'est amusé à échanger avec Floriane en catalan. En catalan. Oui. Donc, des fois, ça devient complexe pour nous de lire. Oui. Après, ça va, le catalan, c'est vraiment entre le français et l'espagnol. Donc, si on connaît un peu des deux, ça va. Ça passe. Oui. J'y suis allé, moi, l'année dernière, et c'est vrai que c'est très étrange de voir ce mélange un petit peu. Des fois, on voit plus de l'italien, plus de l'espagnol, plus du français, et ça fait un petit mélange. Tu te de sens tout. dépaysé ou pas? Non, au contraire, après, pour nous, Français, Mm. aller en Catalogne et voir du catalan, c'est beaucoup plus simple que de venir à Taïwan. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr, oui, bien sûr, mais là je parle Au par niveau rapport, dépaysement. Mais, par rapport à l'Europe, quoi. par rapport à la France, non, par rapport à la France, justement, c'est assez cool, entre guillemets. Voilà. Alors nous disons également bonjour à Alain Carlier, merci pour vos rapports d'écoute. Nous avons également reçu plusieurs courriels de la part de Paul Jamet qui nous a aidé à relayer en fait notre activité Dear RTI, la collection de cartes postales. Et il a aussi réagi à Lisa et Floriane qui avaient répondu la dernière fois, je pense que c'est la semaine dernière, dans le courrier des auditeurs sur le code Morse. Et du coup, il a fait une demande à ChatGPT concernant l'utilisation du code Morse. Est-ce que c'est encore utilisé? Si oui, par qui? Alors, il nous a envoyé une liste très détaillée de réponses. En fait, c'est pas la première fois que Paul Jamet nous envoie des informations réalisées par ChatGPT. La dernière fois, c'était pour nous envoyer comment faire un code informatique à propos de faire une carte concernant le monde. C'était un conseil excellent en plus. Et en fait, on est toujours surpris en fait par la qualité des fois des réponses de ChatGPT. Oui, c'est quand même très pratique pour plein. Il faut savoir T'as l'utiliser. déjà essayé? Ah, j'utilise régulièrement, moi, perso. Toi aussi, Ouais. t'as déjà? Souvent pour pas pour formuler des choses, pour formuler des textes, c'est assez intéressant pour une présentation, pour un résumé d'une émission, quelque chose comme ça. Je vous le dis honnêtement, hein. Ça m'arrive de le faire parce que c'est presque parfait et après j'ai juste à rajouter un peu de ma touche personnelle dans le texte. Et voilà, mais j'ai déjà les 2 paragraphes que j'ai besoin pour la présentation d'une émission. Résumé, par exemple, quand j'ai fait toute une traduction d'une interview, je la mets dedans et je dis résume-moi ça en 2 paragraphes. Voilà. Et ça fait le travail et c'est très bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui inquiète les enseignants, surtout au niveau d'études supérieures, parce que les réponses se trouvent trop facilement. Et du coup, les enseignants doivent se réunir maintenant pour trouver des méthodes, en fait, pour réellement savoir comment les étudiants travaillent leur point de vue, ce qui reste pas si évident que ça, en fait, avec tous ces outils informatiques très avancés. C'est une question qui se fait partout dans le monde, en France aussi, aux États-Unis actuellement. Et c'est pour ça qu'il y avait eu un appel un petit peu, bon, on ne veut pas aller dans le détail de ça, mais il y avait des appels de grands groupes américains qui voulaient retarder, mais plus pour des raisons personnelles. Enfin, tout le monde imagine que c'est pour des raisons personnelles parce qu'ils veulent rattraper ce retard qu'ils ont sur ce système qui est ChatGPT. Et donc, il y avait des Elon Musk, des Facebook, des gens comme ça, des Microsoft. C'est parce qu'ils sont en retard aussi, voilà, ils disaient, non, mais il faut faire une législation avant de mettre en route ce système. Mais en fait, c'est parce que on voit aussi très bien que techniquement, ils sont en retard et qu'ils veulent rattraper. Donc, ils voulaient arrêter ça 6 mois. Et 6 mois, décider d'une législation sur un problème aussi complexe, faire les allers-retours avec les associations, avec les spécialistes, etc., c'est pas possible.
Mm. Et donc, Mais après, je pense qu'il y a vraiment le souci de fuite de données personnelles ou de la vie personnelle, en fait. Ça dépend comment on pose des questions au chat GPT. Par exemple, je connais un gamin qui doit partir à Tainan, donc dans le sud de Taïwan, pendant 3 jours en été. Du coup, il a simplement mis, en fait, ses conditions, ses tarifs, son budget et tout. Et un voyage est planifié et organisé. Mais je pense qu'en tapant ce genre de choses qui est lié à la vie personnelle, toutes les données se sachent, en fait. Donc, on sait à peu près ce qu'on fait, ce que tu veux consommer, ce que tu entends faire, en fait. Je sais pas, pour moi, c'est un peu, ça me met mal à l'aise que des informations de ce genre sont partagées, je sais pas où, en fait. En fait, oui, alors là là c'est un autre problème de ChatGPT, mais on s'est rendu compte que ça a été réglé depuis. Il faut espérer, en fait. Ça, c'est juste un exemple. Mais après, je pense que c'est vraiment, il faut une éducation par rapport à la personne qui utilise et par rapport aux questions qu'il pose, en fait. Ouais. Enfin, on sait qu'en Belgique, je crois que c'était en Belgique, il y a une personne qui s'est suicidée quand même. Ah bon? Après avoir posé une question à ChatGPT. En demandant il a présenté son problème, il a dit voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant, est-ce que je dois en finir ou pas, et la ChatGPT a fait ça a l'air d'être la meilleure solution. Ah bon? Ça a fait le gros buzz en France. Ah, je savais pas. Ouais. Et voilà, voilà. Si vous avez des questions sur ce genre de choses, n'utilisez pas ChatGPT. Je refais de la prévention. Faites-le et appelez les lignes dans vos pays, les lignes d'aide à ce genre de problème. Je pense qu'il faut vraiment être averti, en fait, aux questions et au genre de réponses qu'on peut avoir par la suite, en fait. Oui. Après, il y a tout. Enfin, c'est toujours pareil. Et les gens se sont amusés, bien sûr. Les ingénieurs se sont amusés à essayer de casser la machine. Ce qu'on appelle casser la machine, c'est-à-dire qu'il y a des verrous pour pas que la machine fasse de choses trop bizarres. Et au final, vu que c'est une machine qui s'entraîne par rapport aux questions qu'on lui pose et à l'interaction, en fait, on arrive au bout d'un moment à passer les verrous qui sont mis par la programmation, parce qu'elle apprend elle-même. Donc si on lui répète avec plusieurs angles différents une façon d'opérer, elle va finir par trouver un contournement et répondre de manière beaucoup moins neutre aux choses. Et fais-toi passer. Donc c'est plein, c'est beaucoup d'interactions. Ça prend 2-3 heures pour entraîner d'abord le chat et après que ça devienne quelque chose de très bizarre. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est le jeu des informaticiens d'essayer de la casser. À consommer avec modération. Bien sûr. Voilà, donc pour ChatGPT, on va saluer aussi un auditeur de Katowice. Je ne sais pas si tu connais où est cette ville. Katowice, c'est en Pologne. Pologne, oui. Et alors, c'est monsieur Tomasz Kotas, je pense, qui est un Polonais et qui nous a envoyé 2 rapports d'écoute. Alors, j'ai une petite anecdote par rapport à Katowice. Je connais cette ville juste à cause d'une compétition de jeux en ligne. Voilà. T'as tes références. Voilà, j'ai la référence. C'est un gros tournoi dans un sport, dans un jeu d'e-sport. Oui, et nous allons répondre maintenant aux questions de la part des auditeurs, avec tout d'abord une question de Philippe Marsan. En fait, nous avons un dossier très agricole aujourd'hui et Philippe Marsan souhaite savoir est-ce que Taïwan produit des cerises et en quelle saison? Alors, voilà une question que je ne m'étais jamais posée parce que, de ma connaissance, toutes les cerises qu'on voit dans les rayons à Taïwan sont importées. Et du coup, j'ai fait une petite recherche en ligne. Et je me suis rendu compte qu'il y a une sorte de cerise. J'ai l'impression pour les Français, c'est pas vraiment entièrement des cerises. J'arrive pas à faire la distinction. Peut-être les auditeurs le savent. Ça s'appelle cerise acérola. Ou alors c'est produit par l'arbre acérolier. Ça ressemble à des cerises. Et vous appelez aussi des cerises des Antilles. D'accord. Voilà, donc à la différence des cerises qu'on voit sur les marchés qui sont produits plus dans les régions tempérées, en fait, un climat plutôt froid par rapport à Taïwan. Alors, ces cerises, ce qu'on appelle de l'Inde occidentale, en chinois on le dit ça comme ça, et c'est planté à Taïwan, mais c'est planté de manière à une échelle tellement petite
que je pense que personne ne sait, parce que dans le pays, même si ce fruit a été introduit dans les années 50, il n'y a que 6 hectares de culture de cerises acerola, et autant dire qu'on n'a jamais vu des cerises acerola sur le marché taïwanais, en fait. Ouais, perso, j'ai jamais vu dans aucun marché cette variété-là. Ben non. Perso, C'est très très rouge. Ouais, les plus fréquentes sont celles venant du Chili ou d'Amérique du Oui, Sud. en fait, on importe à Taïwan selon les saisons. Donc, en été, en fait, on importe essentiellement des États-Unis et du Canada. En hiver, du coup, c'est du Chili et la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment par rapport à la période de production. Et j'ai l'impression, alors de souvenirs, j'ai l'impression que ce sont des cerises Burla, la variété. Il y en a. Les grosses, presque noires, oui. avec beaucoup de chair, là. Il y en a aussi, mais plus lorsqu'il s'agit des cerises des États-Unis, c'est plus rouge, un peu jaune. D'accord. Mais ça ne doit pas être la même variété. Non, il y a des centaines de variétés différentes. Oui. Personnellement, j'ai grandi dans un jardin, à la campagne, et on avait 6 cerisiers différents avec des cerises différentes. Vous avez la chance. Et on avait le plus gros, c'était le cerisier Burla, c'est celui qui fournit le plus, et il faisait 80 kilos de cerises par an. Wow, c'est énorme, non? C'est énorme pour un cerisier, un seul arbre. Et on est obligé d'en donner à tout le monde. Et déjà, il y avait la moitié dans les hauteurs qui étaient mangées par les oiseaux. Oui. Et même comme ça, on en avait déjà trop. On faisait des confitures, on avait tout à la cerise. Liqueur, glace à la cerise, tout. Tu vois, ça, c'est une expérience de vie qu'on n'en a pas à Taïwan, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'était après, 10 ans après l'avoir planté, quoi. C'était pas tout de suite. Mais quand même, le rendement était correct, était plus que correct, en fait. Très bien, qui dépasse un besoin familial, on pourrait dire. C'est une des choses que je regrette le plus de ma vie dans ma maison de campagne en France. Ouais. Tu peux essayer de planter. Qui sait qu'un jour, peut-être... Faudra que j'aille au moins en haut du mont Tadunshan pour le faire, à mon avis. Ou alors climatiser. Voilà, climatiser. Ouais. Non, je plaisante. En serre. Voilà, c'est donc par rapport à la question de Philippe Marsan. Merci pour votre rapport d'écoute également. Et je disais que c'était une question, un dossier très agricole cette semaine, parce que nous avons également un mail de Maggie Roy qui faisait des réactions à nos différentes émissions. Et par rapport à retour à la source, j'avais parlé d'un fruit que les Taïwanais appellent raisin des arbres, chuputao, et c'est un fruit qui s'appelle officiellement jaboticaba. Et du coup, Maggie Roy voulait savoir, est-ce un fruit à pépins ou à noyaux? Tu as déjà goûté les raisins jamais. des arbres? En fait, ça ressemble vraiment à des raisins noirs. Et c'est un peu plus rond qu'un raisin. C'est quasiment de la même taille. Donc, c'est avec des pépins, mais des pépins un peu plus faciles à croquer, moins durs que chez des raisins, en fait. D'accord. Et c'est pas un noyau non plus. D'accord. Et c'est un fruit qui donc on disait, c'est des raisins des arbres parce que ça pousse sur le tronc et des branches. D'accord. Donc physiquement, c'est pas très beau en fait. De l'apparence, je trouve ça, lorsqu'on voit plein de raisins noirs qui poussent sur des troncs et des branches, c'est pas très beau, très beau à voir en fait. Mais c'est bon. C'est excellent comme fruit. On en mange difficilement sur le marché parce que c'est très fragile en fait. C'est apparemment 3 jours après que ce fruit est mûr, la fermentation commence déjà. Okay. Du coup, il faut acheter congelé ou alors des fois très frais en fait sur le marché. Ou alors les manger directement sur l'arbre. En gros, voilà, c'est ça qu'il faut dire. En gros, on peut pas grimper dans l'arbre parce que à moins de grimper par les feuilles, on risque de marcher sur. Ouais. Mais c'est un fruit de plus en plus populaire à Taïwan. Je pense qu'on réussit de plus en plus la culture et aussi surtout le livraison, le transport en fait avec la chaîne à froid. Et du coup, j'encourage tout le monde à y goûter. C'est excellent, c'est délicieux. Et la deuxième question de Maggie Roy, c'était est-ce qu'il existe une structure comme celle en France qui s'occupe... En France, ça s'appelle INRAE,
l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et du coup, Marc Guiroy voulait savoir s'il existe une structure similaire à Taïwan. En fait, à Taïwan, la recherche agricole est prise en charge par la Commission ministérielle de l'agriculture qui a récemment été élevée au rang du ministère. Voilà une bonne nouvelle. Et au niveau de recherche, la recherche est menée en fait dès l'époque japonaise, c'est-à-dire dès l'arrivée du gouvernement japonais en 1895, et du coup, il y a une cellule qui fait des recherches agricoles à Taïwan, et ils ont plusieurs services, donc c'est divisé en différentes recherches, notamment par exemple la biotech de nos jours, mais aussi l'agriculture, mais aussi je ne sais pas comment on traduit ça, la chimie agricole. Je pense que c'est plus lié aux produits qu'on utilise, le produit de traitement. Et aussi, je ne sais pas si je traduis ça correctement, ça s'appelle la zoologie appliquée, mais aussi l'économie agricole ou alors la floriculture. Donc l'horticulture, je pense. Oui, donc il y a tous ces différentes cellules. Et à Taïwan, en plus de ceci, il y a ce qu'on appelle si on fait une traduction littérale, en fait, ça s'appelle station de l'amélioration agricole. Donc ça vise à proposer des variétés, des espèces qui soient plus adaptées aux conditions naturelles à Taïwan. Et ça existe dans différentes régions taïwanaises, que ce soit dans le nord, le centre ou alors dans l'est, avec des spécificités différentes. Par exemple, le centre à Mireuli est spécialisé, qui est l'unique d'ailleurs à Taïwan, dans le verre à soie. Donc ça comprend l'élevage de verre à soie, mais la fabrication des produits à partir de la soie aussi. Donc on peut visiter ce centre, il y a un espace d'exposition sur l'utilisation de la soie, la fabrication de la soie. Et pour d'autres lieux, par exemple comme à Taoyuan dans le nord-ouest, alors les recherches sont très larges. Ça peut concerner par exemple le développement de nouvelles variétés du riz, aussi des plantes charnues, et aussi des manières pour attraper, comme utilisation des sources de lumière pour attraper des insectes nuisibles, ou alors la gestion de cultures biologiques. Donc tout cela relève du travail de différentes stations de l'amélioration des centres de recherche. Donc il y a un centre de recherche au niveau gouvernemental et au niveau local aussi. D'accord, donc il y a aussi ces centres, on va dire, annexes. Satellites qui sont très importants vraiment au niveau local. Oui, qui sont très importants parce qu'ils travaillent de manière très étroite avec les fermiers locaux et du coup, dès qu'il y a une technique qui est développée, ils vont faire le transfert des savoir-faire en fait. Oui. J'aurais pensé pour les plantes charnues, parce que comme tu as dit que c'était à Taoyuan, j'aurais pensé plus ça à Penghu, tu vois. C'est possible aussi, j'ai pas... à Penghu déjà, il n'y a pas ce genre de centre, mais s'il en avait, ce serait oui. J'aurais pensé à ça, voilà. Oui. Et peut-être que tu as plus d'informations non, par rapport à Taoyuan, il y a aussi beaucoup de recherches qui sont menées concernant les différentes variétés d'orchidées. Et ça c'est aussi une spécialité de Tainan, en fait, qui est célèbre pour le parc, l'exposition des orchidées. Oui, il y a un festival, je ne sais plus comment il appelle ça. Chaque année, en fait, c'est l'une des plus grandes expos des orchidées au monde, en fait. C'est immense, et c'est magnifique d'ailleurs. Voilà. Je vous invite à y aller si vous êtes du côté de Tainan. Ça va bientôt arriver. Ne pas rater, oui. C'est en juin, juillet, par là. C'est possible. Je crois. Ouais. Voilà, donc merci beaucoup à Marc Guiroy d'avoir posé ces questions. Merci pour vos rapports d'écoute. Oui, et merci à tous donc de suivre Radio Taïwan International et ce courrier des auditeurs. Je vous laisse dans les mains de la suite de nos émissions sur Radio Taïwan International et vous dis merci beaucoup à tous pour tous vos messages et je vous invite encore à poser plus de questions pour nos prochaines éditions du courrier des auditeurs. Voilà, c'était Valentin Floquet et Meg Wang pour Radio Taïwan International. Merci à tous, au revoir. 台湾之音
chers auditeurs, à part sur les ondes courtes, vous pouvez aussi nous écouter sur Internet. L'adresse de notre site est la suivante: www.rti.org.tw. RTI